Le 8, Guilhem est le champion de la Maison du Bluff. C'est lui qui va accomplir son rêve. Il va parcourir le monde, Guilhem. Les European Poker Tour, les France Poker Series, Las Vegas. Tous ces tournois-là sont à lui maintenant. Avec ce contrat de 150 000 €. Content? Oui, je suis content. On est dans la cour des grands maintenant, Guilhem. Je m'appelle Guilhem, j'ai 23 ans et j'ai fait la Maison du Bluff saison 1. J'ai d'ailleurs gagné cette émission et depuis je suis sponsorisé par PokerStars et j'ai fait le circuit international, les EPT, Las Vegas, les FPS en France, enfin, tout ça, tout le bonheur que peut apporter la Maison du Bluff. Pour que tout le monde soit bien d'accord, tout ce dont tu viens de parler, Las Vegas, etc., c'était pas possible sans la Maison du Bluff. Non, pas du tout. Si j'avais pas fait la Maison du Bluff, j'aurais pas eu les moyens. Avant, je jouais sur des tournois à 50 centimes. Et... T'étais pas déjà intégré au système, t'étais pas déjà sponsorisé, t'étais pas déjà un richissime joueur gagnant, etc. Ton aventure poker publique, elle commence avec la Maison du Bluff. Ouais, voilà, mon aventure elle commence avec la Maison du Bluff. Avant, je jouais des tournois gratuits. Enfin, je jouais pas... Je gagnais quasiment rien à part quelques centimes, donc du coup, ça a quand même changé ma vie. Donc, en tout cas, tu joues au poker avant, quoi. Oui, je jouais au poker avant, mais... On a vu avec la seconde édition de la Maison du Bluff que des gens sont arrivés dans la maison sans avoir jamais joué avant, donc ils ont été sensibilisés à l'idée de venir dans la maison pour apprendre, et non pas pour jouer, mais pour apprendre et après jouer. Toi, tu savais déjà jouer, c'était quoi ton rapport au poker avant la Maison du Bluff? Est-ce que tu jouais déjà en argent réel, par exemple? Oui, mais pour quelques centimes, enfin, c'était une bankroll que j'ai réussi à monter à base de tournois gratuits pendant un an. À faire que des tournois gratuits, que des free rolls pour gagner quelques centimes et du coup j'étais un amateur, c'était pour le plaisir. C'était pour le plaisir et tu jouais déjà sur PokerStars ou bien sur d'autres rooms? Que PokerStars parce qu'ils ont la meilleure offre au niveau des tournois gratuits. Et donc comment tu t'es retrouvé dans la Maison du Bluff? Parce qu'il y a eu plusieurs possibilités de rentrer dans la Maison du Bluff, le casting, la qualification, peut-être le copinage, je sais pas. Toi tu rentres comment dans la Maison du Bluff? Je suis rentré par les qualifications internet, en fait je me suis qualifié sur des tournois, sur des free rolls encore. Plus de 1000 joueurs à la fin pour la grande finale avant de rentrer dans la Maison du Bluff. Combien d'obstacles à braver pour en arriver là? Combien de tournois? D'abord un premier tournoi de pré-qualification pour la finale hebdomadaire. Et une fois en finale hebdomadaire, là c'est que la première place. Donc il y a 2 tournois à gagner en fait. Et le deuxième tournoi, celui qui consacre la réussite, c'est combien de joueurs? Ça varie. Pour toi? Pour moi c'était 1400. 1400 joueurs, c'est un winner takes all, quoi. Il y en a qu'un qui rentre dans la maison. Ouais. Donc c'est pas mal, quoi. C'est assez difficile. Ouais. Tout ça, c'est un free roll, quoi. Ouais, un free roll. T'as jamais eu à déposer un argent, t'as jamais fait à faire un dépôt ou bien... Non, j'ai jamais fait aucun dépôt sur PokerStars. Donc t'arrives à la Maison du Bluff, ça t'a coûté 0, quoi. Non. Donc c'est pas du bluff. PokerStars nous dit que qualifiez-vous gratuitement, c'est pas du bluff, quoi. Non, c'est possible. Mais je me souviens plus si je me qualifié par des free rolls ou par des 1 €, mais... En tout cas, les 1 €, je les ai eu gratuitement. Ouais. Donc ça revient même. Et t'étais à l'aise avec ce qu'on appelle les free rolls, les tournois free rolls, c'est des tournois où ça s'envoie en l'air pas mal, quoi. Justement, enfin, c'est vrai que ça joue assez fichi, mais justement, il suffit d'avoir un jeu solide et des jetons, ils grimpent tout seuls au fur et à mesure. Et, les gens jouent n'importe quelle main. De temps en temps, on peut se prendre des bad beats et sortir des tournois, mais les jetons montent beaucoup plus facilement que dans les autres tournois. Et à cette époque-là, j'étais habitué à jouer des free rolls et j'étais on va dire j'étais formaté pour jouer des free rolls et du coup les free rolls ça se passait très bien pour moi. Les conventions un peu implicites des free rolls, ce qu'on nous dit jamais, en l'occurrence que c'est fichi, que ça s'envoie là, etc. T'étais déjà à l'aise avec tout ça, quoi. Oui, je connaissais déjà un edge sur tes adversaires, quoi. Je connaissais le profil de joueur et je fréquentais que ce profil-là, donc ça m'a avantagé, je pense, quand même, comparé à quelqu'un qui joue des petits tournois payants. Et à ce moment-là de ton parcours, tu joues à d'autres variantes que le Texas Hold No Limit ou qu'à ça que tu joues? À ce moment-là, je jouais dans les free rolls, enfin en argent fictif, j'ai testé toutes les variantes de jeu en fait, qui étaient proposées, le Raz, le Stud. Et il y en avait une que tu affectionnais particulièrement ou c'était... C'était surtout le Hold'em. Et aujourd'hui, ça a changé? Aujourd'hui, je commence à me mettre au Omaha. Le Omaha, j'aime bien.
Mais ça reste le Hold'em, les principaux tournois, il n'y a surtout que du Hold'em. Donc je fais des Omaha quand je peux, mais l'offre des Omaha en tournoi elle est assez faible. Sinon, un peu de cash game de temps en temps, Omaha, mais le Hold'em ça reste ma variante principale. Et pour revenir à ta qualification sur la maison du bluff, tu abordes un tournoi, tu t'inscris sur un tournoi où il y a 1400 joueurs environ, c'est ça? Tu sais très bien qu'il y a un joueur qui va gagner, tous les autres vont perdre. Tu t'inscris sur le tournoi, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu joues pour gagner ou est-ce que tu joues pour essayer? C'est différent. Je joue pour essayer plus que pour gagner. Et il y a un moment donné dans le tournoi où tu te dis ça devient possible, quoi. Par exemple, quand tu approches, pas la bulle, parce qu'il n'y a pas de bulle, quand tu approches la table finale, tu te dis est-ce qu'il y a un moment donné, tu commences à y croire vraiment, quoi. Je me souviens, c'était en demi-finale quand je suis passé chip leader, j'ai gagné. Enfin, déjà c'était possible parce que en fait, j'ai eu un coup de bol énorme. Enfin, c'est une coïncidence. J'ai fini runner-up juste la semaine avant où j'ai gagné ma qualification. Donc je me disais que c'était possible une fois que j'ai réussi cette première étape où je suis arrivé deuxième. Je me suis dit que j'avais toutes mes chances pour y arriver. Et une fois dans le deuxième tournoi, c'est un moment où je prends un gros coup en demi-finale avec As-Dame contre Paire de Roi. Donc j'ai eu un gros coup de chance en payant un squeeze avec mon vieil As-Dame. J'avais oublié que les gens étaient un peu serrés et du coup j'ai quand même touché mon as. Et du coup à partir de ce moment-là, je suis passé chip leader et j'ai fait que d'écraser la table parce que en fin de tournoi, les gens ils sont un peu scary et ils n'arrivent pas à élargir leur jeu parce qu'en demi-finale, on arrive quand même à des tables de 5 ou 6. Et c'est à ce moment-là, comparé au jeu à 9 joueurs, il faut élargir le jeu. Les joueurs, ils n'élargissent pas leur jeu. Du coup, moi, j'étais assez à l'aise avec le changement de rythme. Du coup, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai pris le chip lead, j'ai fait que d'écraser les adversaires et j'ai fait que... En fait, j'ai jamais été menacé, c'est plus moi qui les menacé en permanence. Et tu as eu l'impression d'arriver à la table finale, quoi, il n'en reste plus qu'une. La pression elle est immense, forcément, parce que, à mon avis, comme tu nous l'as dit, mais à mon avis, ça devait être le cas de tout le monde. Tout le monde s'est inscrit sur le tournoi en se disant je vais essayer de gagner plutôt que je vais gagner, quoi. Mais plus on s'approche du but, plus on commence à y croire et finalement, plus la pression elle monte en conséquence, quoi. Est-ce que tu as eu l'impression, dans un premier temps, que les adversaires qui étaient les derniers à s'opposer à toi, c'est-à-dire les 5-6, on parlait de l'étape finale qui se réduit, est-ce que le niveau il n'a pas augmenté, mais est-ce que les gens s'envoient moins en l'air à ce niveau-là, même dans un free roll, quoi? Justement, les gens ils s'envoient pas du tout en l'air. Donc ils sont tous... Ils ont tous l'effet bulle, quoi. En fait, c'est un effet bulle. Ouais, c'est un effet bulle à une place, ce qui est dommage parce qu'il n'y a qu'une place justement. Donc il n'y a pas de deal possible, évidemment. Non. Quand tu arrives au heads-up, t'es quoi? T'es chip leader, écrasant chip leader, c'est 50-50. Moi j'étais chip leader, mais j'étais pas à l'aise parce que la fois d'avant où j'avais fini deuxième, j'étais pareil, chip leader en arrivant au heads-up. Mais cette fois, je crois que j'avais plus de 3 fois le stack adverse et c'était que des joueurs. En fait, à la fin, tout le monde avait resserré son jeu et ils jouaient tous super serrés. Et du coup, s'ils touchaient pas, ils n'arrivaient pas à bluffer, enfin ils attendaient de toucher. Donc du coup, comme on touche qu'une fois sur 3, je prenais les 2 tiers des coups et sur l'autre tiers des coups, j'avais la moitié du temps, c'est moi qui avais la main. Donc, un heads-up relativement facile à aborder là. T'as eu l'impression d'avoir un adversaire. De ce que je me souviens, oui, mais c'est aussi parce que j'étais large chip leader, mais c'était surtout. C'est pas le heads-up, c'est plutôt l'ensemble de la table finale qui était largement abordable parce que du fait que j'avais aucune résistance en face de moi. Donc tu gagnes le tournoi, tu te défaites ton dernier adversaire, le malheureux, Bubbleman, et puis quel Bubbleman. Oui, comment ça se fait passe? jamais plaisir deuxième. Le tournoi se termine, tu as la petite fenêtre qui doit s'ouvrir, j'imagine, vous avez gagné, blablabla, et il se passe comment PokerStars prend contact avec toi? À partir de là, comment ça se passe? Juste après, un quart d'heure plus tard, c'est Benjamin Brunto qui a fait les commentaires de la Maison du Bluff 2. Je crois pas qu'il ait fait ceux de là-bas. Non, il n'a pas fait la Maison du Bluff 1. Il était là, c'est lui qui s'occupait des candidats justement, et c'est lui, un quart d'heure après la qualification, qui nous appelle et qui nous demande de partir 2 jours plus tard pour Marrakech. Donc grosse sensation, quoi. À ce moment-là, j'ai eu... Tu crois à ce moment-là? Est-ce que tu étais au courant? Est-ce qu'avant de t'inscrire sur le tournoi, au moment où tu t'inscris, au moment où tu joues, au moment où tu le gagnes, à la minute où tu le gagnes, est-ce que tu sais que ça va se passer comme ça? Est-ce que c'est prévu que tu sois appelé ou est-ce que tu t'attends à recevoir un courrier? Je m'attendais... Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit aussi immédiat? Je m'attendais pas à ce que je m'attendais à partir une semaine plus tard, mais pas 2 jours plus tard. Enfin, c'était 48 heures, même pas, parce que le tournoi il se finit à 1h du mat le mardi matin, il faut partir le jeudi matin. Ouais. Enfin, 1h du mat le mardi soir, donc ça fait même pas 36 heures de temps de réflexion. Enfin, même on n'a pas le temps de réfléchir, en fait, il faut accepter tout de suite ou refuser tout de suite, parce que si on ne peut pas, c'est aux autres de venir. D'ailleurs, j'ai eu d'énormes difficultés à y aller parce qu'en fait, j'avais pas de passeport à ce moment-là.
Donc on a réussi à se débrouiller avec la carte d'identité. Ça se passait donc au Maroc. Mm. On est bien d'accord, quoi. Donc j'ai réussi à me débrouiller avec ma carte d'identité, avec une attestation de l'hôtel, comme les voyages par agence de voyage, où cette fois on n'a pas besoin de passeport, juste de la carte d'identité. Donc du coup j'ai eu assez de chance aussi de ce point de vue-là, j'étais pas loin de ne pas y aller en fait. Tu sais que c'est arrivé, la qualification pour une des qualifications féminines pour la Maison du Bluff 2, celle qui a gagné le tournoi féminin, pareil, à Winner Takes All, etc., qui permettait à la gagnante d'intégrer la maison. Elle a gagné le tournoi, mais d'après ce dont je me souviens, elle n'a pas donné suite. Elle a été contactée comme toi, elle n'a pas répondu au téléphone, etc. Ce qui fait que c'est Betty. Betty, celle qui arrive en deuxième place, c'est elle qui va à la Maison du Bluff. Non, bah, je n'étais pas au courant du tout, mais ça s'est passé tant mieux pour elle du coup. Et je me souviens d'avoir discuté avec celle qui est arrivée troisième, c'est Miss Mimi, petit clin d'œil à elle. Elle avait l'espoir qu'on peut comprendre, hein, c'était pas du tout contre Betty, mais elle avait l'espoir que la numéro 2, en l'occurrence Betty, comme la numéro 1 ne répond pas, ce qui fait que par effet de levier, par effet mécanique, elle se serait retrouvée à la Maison du Bluff, quoi. Et toi, quand tu t'inscris, est-ce que tu te dis ouais je suis prêt, je gagne, je suis prêt à y aller, quoi? Parce que j'imagine que sur les 1400 joueurs, il y en a beaucoup qui se sont dit, que ce sont ceux qui ne pouvaient même pas y aller, du travail, des études, etc. Bah, à ce moment-là, j'étais encore dans mes études, enfin j'y suis encore. Tu étais prêt à un sacrifice? Est-ce que tu étais prêt, par exemple, si tu travaillais, est-ce que tu étais prêt à déposer des congés sabbatiques ou des congés sans salaire, qu'on appelle, pour partir à l'aventure, quoi? Bah, j'aurais été prêt à le faire parce que, du coup, une fois que j'ai gagné, c'est sûr, c'est plus facile de le dire que j'étais prêt à le faire parce que si on est sûr de gagner, ça vaut le coup dans tous les cas, mais rien que l'aventure en elle-même, elle valait le coup et j'étais prêt à sacrifier une partie de mes études. Donc motivé, une année motivé. Pour reprendre après, mais motivé, oui, à fond. J'ai pas hésité longtemps, je me suis surtout posé la première question que je me posée, c'est comment j'allais faire pour y aller, qu'est-ce que je devais préparer. Je me suis pas dit est-ce que j'accepte ou pas, parce que je savais que c'était une chance unique. Ça faisait quelques mois que j'essayais de me qualifier pour différentes émissions, toutes les émissions de poker. D'ailleurs, c'est une raison aussi pour lesquelles je joue sur PokerStars, c'est leur partenariat avec les émissions de télé. Du coup, c'est surtout mon objectif principal. En fait, je voulais vraiment me qualifier à une émission de télé et du coup, une fois que j'ai réussi, je pouvais pas refuser. Tu avais essayé d'autres qualifications pour d'autres émissions comme Direct Poker, etc. Ouais, Direct Poker, le duel. Avec moins de succès, a priori. Même non, si on t'a vu dans une émission fois, Direct Poker par la suite, oui, parce qu'en tant que guest star, tu as été oui, voilà. J'étais là en tant qu'invité, plus en tant que qualifié. Que tu as gagné d'ailleurs. Oui, récemment j'en ai gagné. Fourcade à la table, je crois. Oui, une mission entre TV Star avec Alexis Fourcade, Gaël et 3 qualifiés internet. Et à ce moment-là, regarde, on t'appelle, tu dis tu vas participer à la Maison du Bluff. La Maison du Bluff, on le rappelle, à ce moment-là a déjà commencé, parce que toi tu arrives en cours d'émission. Donc tu sais un peu à quoi t'en tenir, à la différence de ceux qui arrivaient pour la première fois. En plus c'était la première Maison du Bluff, on savait pas trop où on mettait les pieds. Toi tu sais à quoi t'en tenir, tu sais à quoi ça ressemble à l'intérieur. Quand on dit que tu vas y aller, est-ce que tu vas dans l'idée de participer à une émission de poker ou à une émission de télé-réalité? Est-ce que tu vois la différence? Oui, je vois la différence, et c'est surtout pour le poker que j'étais là. D'ailleurs, j'étais content de faire que du poker 24 heures sur 24. C'était vraiment... Donc pas effrayé par l'autre aspect de l'émission qui est l'aspect de télé-réalité avec tout ce que cela engendre pour faire du buzz, avec parfois des défis, des choses un peu bizarres, qui n'ont plus grand-chose à voir avec le poker, mais dont il faut s'acquitter quand même. Des choses encore plus bizarres cette année. Par exemple, si on dit manger des cervelles, enfin, ce genre de trucs. Nous, heureusement, j'ai échappé la première année. C'était peut-être un clin d'œil à Moundir, ça. Ouais. Dommage que Moundir n'était pas là. Mais oui, ça... Enfin... Je sais plus où on en était. Comment? Je sais plus où on en était. Bah, c'est pas grave, parce qu'on va passer à autre chose. Tu prends l'avion, j'imagine, puisque tu vas pas à la nage, tu arrives là-bas, tu es pris en charge ou bien... Directement, il y a Benjamin encore, toujours lui, qui était candidat, qui vient me chercher à la gare parce que j'étais tout seul. Est-ce que tu avais des a priori sur les gens que tu allais rencontrer, a priori positifs ou négatifs, ou neutres, comme tu veux, sur les gens que tu allais rencontrer, que tu connaissais, puisque tu les voyais déjà à la télé depuis un petit moment? Tu savais qui tu allais rencontrer là-bas? Est-ce que tu avais des a priori? Est-ce que tu craignais... Là, je parle même pas de poker. Est-ce que tu craignais l'accueil de certains, ou est-ce qu'au contraire, tu étais content et puis tu avais hâte puis tu... Non, j'étais super content d'y aller. Enfin, j'appréhendais un peu de justement rencontrer de passer 5 semaines avec des gens que je connaissais pas du tout, mais au final ça s'est bien passé et il n'y a pas eu de problème, j'étais bien accueilli dans l'ensemble.
Et c'est à ce moment-là que tu rencontres Alexis Epsker, que tu n'avais jamais vu avant, j'imagine. Non. Sauf à la télé, évidemment. Enfin, en tout cas, tu as beaucoup entendu sa voix comme nous tous, parce qu'il commande beaucoup d'émissions. Bonhomme sympa, froid, comment il est, Alexis Epsker. Parce que nous, on le trouve, nous, téléspectateurs qui le voyons à la télé, on le trouve à la fois très cool, très détendu, et puis on l'a vu se révéler comme un directeur super rigide, quoi. Oui, c'est du cinéma pour la télé, parce que dans la vraie vie, il est très sympa. C'est son rôle de directeur, justement, d'essayer de donner un coup de boost aux élèves, il essaye de les faire réagir, de leur faire prendre conscience de l'importance de l'enjeu qui s'offre à eux. Et c'est justement pour ça qu'il se montre un peu froid, mais sinon, dans la vraie vie, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique, de rigolo, abordable aussi, oui, tout à fait. Parce que pour nous, en tant que média, il est tout à fait abordable, il joue parfaitement le jeu des médias. Quand on le sollicite pour une interview, etc., il est quand même directeur de communication. Donc c'est son travail, mais c'est son rôle, mais en même temps, directeur de communication, il procède sans doute comme tout le monde à un écrémage, quoi. Des gens qu'il n'a pas envie de voir, etc. Je sais pas, justement, enfin, je suis pas à sa place, donc je pourrais pas dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est abordable et qu'il est quelqu'un de très ouvert. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est quelqu'un avec qui n'importe qui peut parler, je pense. Si on le croise dans la rue, ou n'importe quel joueur qui va le croiser à un EPT, enfin, pas n'importe quel joueur, mais à n'importe quelle compétition, n'importe quel tournoi où il est présent, je pense qu'il parlera sans aucun problème. C'est pas quelqu'un de... Il sera jamais sur la défensive, il va toujours répondre présent si jamais on le sollicite. Et quand tu arrives à la maison, est-ce que tu vois tout de suite celui qui va être ton coach et entre guillemets l'assistant d'Alexis, c'est Julien Bricard. Il a l'air d'avoir eu un rôle plus important dans la Maison du Bluff 2, mais il était déjà là dans la Maison du Bluff 1. Oui. Est-ce que tu le connaissais, au moins de nom, au moins de réputation? Non, même pas. Je sais qu'il est vachement présent sur les forums, etc. Mais moi, je ne suis pas présent sur les forums, donc du coup, je ne connaissais pas trop. Donc tu découvres je ne connaissais pas trop avant. Mais justement, je découvre à ce moment-là et ça a été quelqu'un de justement très sympathique aussi. Enfin, on le voit d'ailleurs dans la Maison du Bluff 2 depuis qu'il a fait les commentaires, qu'il est en plus avec Ben, ils s'entendent super bien et ils sont super marrants. Mais du coup, ça a été quelqu'un de très utile. Il avait des commentaires très éclairés sur le jeu et du coup, il m'a beaucoup apporté au niveau du jeu aussi, je pense. En plus de le connaître, c'est quelqu'un de très sympathique. Et puis très bon poker, mais heureusement pour vous, vous ne jouez pas contre lui. Par contre, vous jouez avec les autres participants. Est-ce qu'à ce moment-là, tu en as vu certains déjà, toi, jouer dans les retransmissions télévisées? Donc à la limite, tu as un avantage sur eux, c'est que tu les as déjà vus jouer, tu as pu éventuellement commencer à les cerner, alors que toi, ils t'ignorent complètement. Est-ce que quand tu arrives là, tu en as catalogué quelques-uns? Lui bon, lui moins bon, lui je me méfie, lui fiche. Est-ce que tu as déjà un peu fiché tes adversaires? Fiché dans le sens de la fiche, pas du fiche. Oui, enfin... Certains étaient meilleurs que d'autres, on va pas se le cacher. Par exemple, les joueurs castés, il y en avait certains qui n'avaient jamais joué au poker, donc du coup, ça se voyait à la table, ça se voyait tout de suite, ceux qui étaient habitués ou non. Mais par exemple, il y avait aussi Gilles qui avait joué super serré et ça n'a pas empêché... dès la deuxième table de jouer super agressif, mais j'ai su quand même m'adapter. Ça m'a pas empêché de le tribet à As 2. Du coup, connaissant son agressivité, c'était plutôt à la table que ça se jouait. Du coup, je me suis méfié directement. Une fois que je me suis méfié de mes a priori quand je suis arrivé en deuxième table, parce que j'ai vu que la dynamique de la table avait complètement changé et que du coup, il fallait s'adapter sur le moment plutôt que de construire un historique vraiment important et d'essayer de s'y fier, alors que c'était vraiment sur le moment présent qu'il fallait prendre la décision. C'était très aléatoire d'une table à l'autre. Il y a des joueurs qui jouent taille sur une table se sont révélés agressifs sur une autre table. C'était surtout les meilleurs joueurs qui étaient capables de... faut être un bon joueur pour être capable de le faire et c'était pas le cas de tout le monde. Pour toi, au moment où tu rentres, où tu commences tes premiers instants de poker avec eux, est-ce qu'il y en a que tu considères être les meilleurs pour toi? Est-ce qu'il y en a qui sont pour toi les meilleurs dans la maison? Pas au moment où je rentre, non. Au moment où je rentre, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont des lacunes parce qu'ils jouaient pas au poker avant ou qu'ils jouaient très peu. Mais par exemple, je pensais déjà que les qualifiés internet se débrouillaient un peu mieux.
Ça s'est vérifié ou pas? Oui, enfin plus ou moins. Enfin c'est quand même Céline qui finit deuxième qui a été castée. Donc, Elle a été castée, c'est lui. Jérémy a été casté ou qualifié, je sais plus. Jérémy il s'est qualifié contre moi justement et il a fini premier quand j'ai fini deuxième. Ah oui? C'était justement celui que j'appréhendais le plus parce qu'il a été capable, quand on a joué le heads-up, justement j'étais parti avec un avantage et il a été capable de complètement embrasser la situation. Ah donc t'arrives dans la maison, tu rencontres Jérémy, t'as un antécédent avec lui alors, tu l'as déjà joué sur internet. Oui, mais Même je l'ai si joué. c'est quand c'est maigre, je sais pas si ça suffit pour construire un historique, mais. Non, justement, enfin. En tout cas, Je l'avais joué c'était surtout un heads-up qui s'était montré redoutable et je savais que aux tables éliminatoires on n'allait pas souvent faire de heads-up. Donc comme il n'y avait pas beaucoup de. Enfin comme c'était pas en heads-up que ça se passait, j'ai pas eu trop peur non plus. En tout cas, tu arrives dans la maison, tu fais forte impression tout de suite, parce que la règle c'était que le nouvel arrivant s'installe dans la maison et boum, tout de suite un instant de poker, parce qu'il faut qu'il affronte quelqu'un de son choix, si je me souviens bien, en heads-up. Ouais. Et toi, tu arrives et tu choisis de jouer Fabrice. Pourquoi? Je crois que c'est parce qu'il est chip leader. Oui, c'était justement parce qu'il était chip leader. C'était pas pour lui prendre ses privilèges à cette époque-là. La règle n'existait pas encore. J'étais le premier à défier le chip leader. Donc c'est ensuite, une fois que j'ai gagné, qu'Alexis nous a appris qu'on prenait la chambre. Mais bon, c'est pas ce qui est vraiment important. L'important, c'est les jetons. Tu sais, à ce moment-là, quand tu rentres dans la maison, tu sais que tu vas devoir tout de suite te jeter dans la gueule du loup et procéder à un heads-up tout de suite, tu le sais? Ou tu le découvres? Est-ce qu'on te dit par exemple la veille, demain, ton heads up, ou est-ce que tu arrives, tu as à peine posé tes valises, qu'on te dit maintenant c'est que je l'avais déjà vu, j'avais regardé la première émission, du coup je savais que ça se passait comme ça, après je m'y attendais aussi. Donc tu avais déjà décidé à l'avance que tu jouerais Fabrice et pas un autre, pour cette raison? Ouais, parce que Fabrice c'était le joueur le plus imprévisible et j'avais envie de me frotter à lui pour voir de quoi il était capable. Quitte à jouer un joueur, autant jouer quelqu'un de dangereux pour voir comment il jouait plutôt que de jouer quelqu'un de prévisible. Donc tu joues heads up contre lui, tu le bats, mais à heads up ça dure pas des heures, est-ce que c'est suffisant pour... En plus tu dis c'est très versatile, et puis à l'issue de ce heads up, est-ce que tu as l'impression d'avoir compris ce joueur en tant que joueur, je parle? En tout cas c'était pas un heads up très deep, c'est sûr. Donc, ouais, donc ça va très vite, donc c'est pas assez, c'est une séquence trop courte pour construire un historique. Oui, mais à l'issue le heads up c'est un jeu complètement à part aussi. Complètement à part, mais à l'issue de l'émission, donc du coup tu auras l'occasion de le rejouer plusieurs fois, de le voir jouer contre l'autre, etc. Ton avis aujourd'hui, c'est quoi? C'est bon, c'est un bon joueur, Fabrice? Je pense qu'il se débrouille bien. Après, peut-être plutôt en cash game, il s'était présenté comme un joueur plutôt de cash game et moins de tournoi. C'est vrai qu'il a fait des grosses erreurs en tournoi. Enfin, il a fait des erreurs qui lui ont coûté sa place justement, notamment un 80-20 où il paye perdant. Enfin, du coup, c'est pas forcément très bien joué de sa part, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas pour autant. C'est pas suffisant pour qualifier de mauvais, quoi. Oui, c'est pas du tout un mauvais joueur, il est bon, je trouve. Et là, il y a une autre question que je voudrais te poser, c'est une question qui est le pendant inverse de celle que je viens de te poser. Est-ce que tu arrives et tu as déjà catalogué, tu sais, cette personne-là, il ou elle, vraiment mauvais, quoi? Non, je dirais pas mauvais, je dirais. En tout cas, plus moins bon, pas aussi bon que les autres, plutôt, ça comme ça. Parce que tu peux être bon, mais être relativement nul, en fait, par rapport à d'autres qui sont meilleurs que toi. C'est ce que disait je crois que c'est Mike Caro qui disait, si tu es le 5e meilleur joueur du monde, tu perdras toujours contre les 4 meilleurs joueurs du monde. Quoi. Et là, à ce moment-là, il n'y en a pas un qui te donne l'impression d'être vraiment à l'ouest complètement. Moundir est dans la maison quand tu arrives? Moundir, oui. T'as pas l'impression que lui, c'est peut-être le maillon faible au niveau poker, quoi? Moundir en particulier, non, c'était pas le plus mauvais. Enfin, mais justement, oui, il y avait quelques joueurs que je trouvais plus mauvais, mais je savais qu'en même temps, c'était des joueurs qui justement, à la base, on connaissait pas grand. Enfin, c'est pas leur métier. Ils connaissaient pas vraiment le poker, ils connaissent pas tout l'aspect du jeu, toute la profondeur du jeu, tout ce qu'il y a derrière. Mais ils ont été capables. Enfin, la plupart des joueurs, justement, qui partaient avec un désavantage, ont beaucoup appris là-bas. Enfin, c'est vraiment, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, faire une école en fait, enfin faire une école d'apprentissage en fait, et du coup ceux qui sont venus et qui connaissaient pas trop le poker, ils ont réussi à partir sur des bonnes bases et maintenant ils se débrouillent, enfin la plupart des joueurs de la maison du Bluff 1, ils se débrouillent, ils seraient capables d'être des joueurs gagnants si s'y consacraient. Pas des grands joueurs, mais des joueurs au moins qui arrivent à gagner, à être positifs. Donc tu nous confirmes que, parce que ça c'est un trait de caractère qu'on a eu l'impression de
vraiment retrouver dans la maison du Bluff 2, un peu moins dans la maison du Bluff 1, le côté justement académique du poker, quoi. Est-ce que il y avait vraiment des briefings, des cours où vous appreniez le poker, quoi? C'est vrai ça, ou est-ce que c'était pour l'émission, est-ce que c'était pour le montage, quoi? Non, est-ce que vous étiez vraiment réunis dans une pièce en disant voilà, on va apprendre le jeu d'obstacle, là on va apprendre le jeu préflop, là on va apprendre les paris? C'était pas aussi poussé. Enfin, j'ai vu que dans la deuxième émission, ils avaient vraiment beaucoup de professeurs qui venaient leur apprendre. Nous, on avait juste des débriefings. Et sinon, on apprenait, enfin, on jouait souvent entre nous. Dès qu'on avait du temps libre, on jouait tous les après-midi, tous les soirs. Dès qu'il n'y avait pas d'activité, on jouait au poker. Du coup, ça permet de progresser aussi. Le fait de jouer tout le temps contre les mêmes joueurs, de savoir s'adapter à eux, enfin ça permet de jouer avec l'historique et de jouer autant avec ces gens. D'apprendre à jouer comme ça. Tu as eu l'impression de prendre un edge sur eux à force de les jouer comme ça et puis d'arriver aux tables éliminatoires avec un petit avantage? Pas forcément, parce qu'eux aussi prenaient l'information. Donc c'était justement une manière de jouer un poker plus poussé. Plutôt que de jouer comme on devait jouer avec des inconnus, on doit prendre plus de paramètres en compte et du coup ça devient un peu plus poussé. Bon, en tout cas, ça a l'air de te réussir puisque tu t'installes assez bien dans le jeu, d'un point de vue du poker en tout cas. À ce moment-là déjà, je peux te le dire, toi tu ne sais pas parce que tu es dans la maison puis a priori tu n'as pas de contact avec l'extérieur, mais non. Pour ceux qui suivent un peu ce que les gens en disent de la maison du Bluff sur les forums, etc., tu commences déjà assez vite à apparaître aux yeux des téléspectateurs un peu connaisseurs du poker quand même, comme étant quelqu'un qui a l'air de tenir la route d'un point de vue du poker. Ça va se confirmer par la suite, au fil des émissions, mais assez vite, tu donnes une image de joueur un peu plus crédible que beaucoup d'autres de l'émission. D'ailleurs, ça se vérifie parce que tu es chip leader. Oui, au bout de... Je sais plus si c'était au bout de la deuxième ou de la quatrième étape finale, je sais plus. Enfin, t'as l'éliminatoire. Mais je suis passé chip leader. Ouais. Cette condition de chip leader trouve quelques avantages. Et parmi ces avantages, l'un qui n'est pas négligeable du tout, c'est qu'on t'envoie à Lyon. Ouais. On t'envoie à Lyon pour jouer un tournoi. C'est quel tournoi qu'on t'envoie jouer? C'est le FPS Lyon. Donc le tournoi live, tu as déjà joué un tournoi live du circuit à ce moment-là de ta vie? J'avais joué juste avant à Mazagan en fait. Toujours dans le cadre de la Maison du Bluff? Dans le cadre de la Maison du Bluff, c'était eux qui m'avaient invité justement en tant que chip leader. Enfin, 2 fois de suite, du coup, j'ai ma vraie première expérience live, c'est à Mazagan. Et alors? Et à Lyon, c'était la deuxième. À Mazagan, je m'étais plutôt bien débrouillé, j'avais monté un stack sympa jusqu'à perdre un coin flip. Ouais. Et à Lyon, j'ai un peu craqué sur la fin avec un as-valet contre un as-3. Enfin, j'en avais marre de me faire tribet et du coup. Et puis, du coup, j'ai craqué avec mon as-valet sur la fin de la journée, à 20 minutes de la fin, sur un tournoi sur 2 jours. Mais et là, à ce moment-là, il y a une question qui s'est posée, j'imagine beaucoup. Bon, le buying, t'es évidemment payé, puisque. Mais heureusement pour moi. Tes gains, quand gain il y a, si bien il y avait eu, même conséquent, tout te revenait de droit. Oui, parce que dans le principe du sponsoring habituel, on paye le buying, mais tu gardes des gains, quoi. Oui, voilà. Il n'y a pas de redistribution sponsor, il n'y a pas de. Non, rien du tout, c'est tout. Le sponsor, il sait qu'il paye des buy-in, il sait ce qu'il perd, et après, c'est au joueur de se débrouiller pour gagner ce qu'il a envie de gagner. Le plus gros prize pool, c'était Mazagan ou c'était Lyon? C'était Lyon quand même. Le 90 000 à la game, je crois. D'accord. Et imagine-toi que tu gagnes ce tournoi-là, est-ce que tu trouves la force et l'envie de retourner à la maison? Et deuxième question, est-ce que de toute façon, tu es contractuellement tenu de revenir dans la maison même si tu gagnes? La maison, on peut la quitter quand on veut en fait. Même une fois qu'on t'a payé un buying, t'es pas engagé contractuellement? Non, enfin pas du tout. Mais en tant que chip leader, j'aurais pas lâché ma place pour. Même si j'avais gagné 90 000 €, j'aurais pas lâché la place pour avoir une chance de gagner un contrat de 150 000 € alors que je suis chip leader. Quand tu arrives à Lyon, donc du coup c'est la deuxième fois que vraiment tu t'es extrait de la maison. Ou est-ce que c'est vrai que vous êtes coupé un peu du monde, vous n'avez pas de téléphone, c'est véridique ça? Oui, j'avais pas le droit à mon téléphone à Lyon non plus. À Lyon non plus? Non. Et pourtant, j'avais pas le droit à quand tu arrives à Lyon, tu rencontres des gens physiquement, des gens qui s'intéressent au poker, donc probablement à l'émission aussi, même de loin. T'es reconnu? Oui, il y en a pas mal qui m'ont reconnu justement, parce que l'émission était en plein tournage à ce moment-là, du coup il y avait quelques joueurs qui suivaient et j'ai eu la chance de rencontrer quelques gens, ils ont voulu prendre des photos. Et à ce moment-là, est-ce que tu as l'impression que... J'ai eu la chance de rencontrer aussi plein de joueurs pro à ce moment-là. Tu as l'impression à ce moment-là, parce que pour rappeler les faits, toi tu es un joueur qui n'est pas un joueur professionnel, tu t'es qualifié dans ta chambre, sur un free roll, tu es étudiant.
T'as pas les pieds du tout dans le milieu, et là tu te retrouves déjà dans une aventure assez exceptionnelle, c'est une émission de télévisée, c'est pas mal. Tu te retrouves à jouer un tournoi live du circuit qui est fréquenté, comme tu viens d'ailleurs de le dire, par des pros. Donc là, tu t'immerges d'un coup tout net dans le monde du poker. Est-ce que là, tu commences à prendre conscience que ta vie peut-être est en train de changer, quoi? Non, à ce moment-là, j'avais pas la... T'as pas conscience de ça? Tu es vraiment dans l'instant présent? Non, j'avais pas... Sans pression, pas de pression. Ouais. Pour l'instant, moi, à cette époque-là, j'étais dans le cadre Maison du Bluff, et pour moi, c'était un peu une chance. Enfin, c'était vrai que c'était une chance d'avoir accès à ces tournois, mais c'est pas pour autant, je m'y voyais pas encore, quoi. Je me disais, je l'ai fait, et si je perfe pas, je pourrais pas en refaire. Donc je le voyais pas du tout comme un changement dans ma vie, je le voyais juste comme une chance, une opportunité, mais pas comme si ça allait se reproduire. D'accord. En tout cas, tu as ton aventure à Lyon, ça se passe comme tu viens de nous le dire, tu retournes à la Maison du Bluff. Pas très bien. Pas très bien. Ça va s'arranger visiblement à la Maison du Bluff, puisque tu arrives à la table finale. Ouais, j'arrive à la table finale de chip leader, avec presque ex-aequo avec Jérémy, et sinon on dominait à peu près tout le monde. T'es à l'aise là quand tu arrives à la table finale, ou est-ce que tu te dis, bon c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière mais c'est la plus dure? Ouais, c'est la plus dure parce que c'était 5 joueurs à éliminer. Donc c'est pas rien, j'étais chip leader mais avec une avance minime sur Jérémy, donc on était quasiment à égalité. Il reste qui à la table à ce moment-là? Il y a toi, il y a Jérémy, il y a Céline? Oui, il y a Fabrice, Sacha, et il faut que je retrouve le dernier. Je me souviens plus, j'ai un petit trou de mémoire. À ce moment-là de la table finale, a priori c'est une question que j'aimerais te poser après, mais je te la pose maintenant volontairement. C'est un winner takes all, quoi? Ouais. En tout cas, est-ce qu'on vous le présente comme ça? À la base, oui. À la base, oui, mais justement, est-ce que vous savez à ce moment-là qu'il y aura l'opportunité plus tard de faire un deal, ou est-ce que vous arrivez à la table finale en vous disant, en étant convaincu que c'est un winner takes all de toute façon? Parce que sachant qu'il peut y avoir un deal, vous jouez plus de la même façon, enfin ça change beaucoup de choses, quoi, l'effet. Ouais, là, vous arrivez à la table finale, hop, clap de départ, pour vous c'est un winner takes all à ce moment-là. Ouais. À partir de quand vous savez que c'est plus forcément un winner takes all et que vous pourrez dealer? Quand on est plus que deux. Quand vous êtes plus que deux? Ouais. Donc, contrairement à la Maison du Bloc 2, où là ils savaient qu'il y avait déjà eu un deal et qu'ils étaient conscients de la possibilité de dealer à deux, parce que sinon à plus ça sert à rien, enfin tout le monde a une part, il n'y a pas vraiment de joueurs mis en avant et ils veulent quand même qu'on présente un gagnant, pas un gagnant qui a dealé et qui se retrouve avec moins qu'un autre, enfin ce serait n'importe quoi. Un gagnant, pas une équipe de gagnants. Voilà. Ouais. Ah, donc c'est la troisième personne à être éliminée, enfin, c'est Jérémy. Donc lui, quand il est éliminé, au moment où il subit son coup qu'il élimine, il ne sait pas que vous allez pouvoir dealer à ce moment-là. C'est sûr qu'il ne sait pas ça. Non, il ne le sait pas, mais il l'aura appris pas longtemps après, du coup, vu qu'il était quand même présent sur place. Mais... Ça a dû être... ça a dû empirer. Son état ça a dû être encore pire d'avoir perdu à la bulle comme ça, alors que justement il n'était pas loin. L'initiative du deal vient de qui? D'Alexis Oscar. Il vient vous voir et vous dit vous pouvez dealer si vous voulez. À ce moment-là, au niveau des stacks, vous êtes équivalent, c'est ça? Ouais, on avait 20 big blinds chacun. Ouais, donc en fait vous jouez un coin flip, quoi. Ouais, voilà, ça s'est joué sur un coin flip. Un coin flip, winner takes all en coin flip, donc c'est évident qu'à ce moment-là du jeu, enfin, tous ceux qui ont une culture poker, ils savent qu'il faut dealer de toute façon, quoi. Bah, normalement, oui, enfin. Donc le deal, enfin la décision, tu l'as prise instantanément, quoi. Oui, il n'y a pas eu besoin de convaincre Céline qui était moins réticente, etc. On a juste parlé un peu des montants. Enfin, on a fait 90-60, 90 pour le premier, 60 pour le deuxième. Et du coup, enfin. Et justement, pourquoi cette répartition-là que vous êtes en stack? Parce que justement, c'était égal de faire une première place et une deuxième place. Enfin, de ne pas attribuer d'argent, de ne pas donner l'avantage à l'un ou à l'autre, puisqu'on était équivalent en stack. Ah oui, donc en fait, ouais, d'accord, vous établissez les proportions et vous continuez à jouer derrière. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, on jouait pour les 30 000 de la game. Oui, c'était ça, ma confusion elle vient de ça, parce que certains deals arrêtent le tournoi. Ouais. Là, vous continuez à jouer, d'accord. Okay. Donc tu gagnes réellement la Maison du Bluff, quoi. Ouais. C'est pas que t'es chip leader au moment du heads up, on coupe la poire en deux, on arrête le tournoi et comme tu avais plus de jetons, on te considère comme le vainqueur. Donc vous avez fait un deal à l'avance, mais vous avez continué à jouer et tu gagnes vraiment, quoi. Oui, comme ils ont fait la deuxième année, enfin. Donc tu arrives au heads up, à partir du moment où vous savez que vous allez dealer, tu sais que tu as déjà gagné quelque chose, quoi. Ouais. Donc t'es pas venu pour rien. Ouais, bah déjà ça libère d'un poids. Ça libère d'un poids, tu te rassois à la table, t'es plus serein, j'imagine déjà. Et la question que j'avais posée tout à l'heure à Lyon, est-ce que je te la repose maintenant? Est-ce qu'elle prend peut-être plus de sens maintenant? Est-ce que tu as l'impression là vraiment qu'il y a quelque chose qui commence à changer dans ta vie? Ouais. Bah là, j'ai un peu sponsorisé à ce moment-là, quoi.
T'es sponsorisé. Oui. Oui, bah là, je me vois directement. Enfin, je me vois refaire les mêmes tournois que j'ai fait. Ça a une influence sur ton jeu à ce moment-là, tu crois? Non, ok. En même temps, Je pense pas. avoir un bébé deep, je sais pas si. Non, mais de toute façon, enfin, j'ai continué. Justement, l'influence, ça a plus eu une influence positive. Moi, j'étais dans un bon état d'esprit. J'avais réussi. Mon objectif, c'était. Enfin, au moins 60 000 euros. C'était pas mon objectif à la base, mais c'était quand même. C'est comme si j'avais rempli mon objectif. Et du coup, je suis arrivé serein à la table. J'ai pu jouer libéré. Et alors que Céline était. Enfin, elle s'entendait super bien avec Jérémy et elle a été assez triste de l'éliminer. Du coup, elle n'était pas dans son meilleur état et du coup, ça m'a donné l'avantage aussi, je pense, en heads-up. Je pense que ça m'a donné un certain ascendant alors que moi j'étais serein, elle était plus, on va dire, bouleversée. Et il y a une question que je me pose, qu'on s'est beaucoup tous posé, en fait, beaucoup se la posent. Vous arrivez en heads-up enfin c'est quand même fondamental pour vous, ce heads-up, c'est le heads-up de votre vie, à ce moment-là de votre carrière en tout cas, d'un point de vue de votre vie de joueur. C'est un heads-up à 30 000 euros. C'est un heads-up, voilà. Et vous arrivez, vous êtes vachement short. Est-ce que ça veut dire que la table finale a vraiment duré dans la licence et du coup les blindes augmentant, vous êtes retrouvés là, ou est-ce que c'est la structure qui voulait que de toute façon vous vous retrouviez assez deep facilement, quoi? Non, c'est pas la structure, c'est vraiment la partie a duré longtemps. Le problème, c'est peut-être que les petits niveaux ont duré trop longtemps. Ils auraient mieux fait de raccourcir les petits niveaux et d'augmenter les grands niveaux. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait cette année. Où justement, les petits niveaux qui ne servent pas à grand chose, à échanger quelques centaines de jetons sur des dizaines de milliers, ça ne change rien. Donc ils auraient peut-être dû faire ça, faire des niveaux un peu plus courts, mais du coup la partie elle a commencé à 10h du soir, elle s'est finie au petit matin, le soleil se lever. Donc la partie a été vraiment longue aussi, c'était vraiment endurant. D'accord, donc c'est pas la raison qui fait que vous êtes hyper short à ce moment-là pour un tournoi aussi important. C'est pas comme on peut avoir l'impression que c'est quand on est spectateur, c'est que les parties se jouent short stack dès le début, quoi. Parce que c'est souvent ça, le poker télévisé à la française, direct poker, etc. Ça part souvent à un bébé, quoi. Ouais, mais ça, non, sachant qu'un bébé, il n'y a aucune latitude. Pour moi, moi j'ai l'impression, et beaucoup d'autres, que jouer un contrat pro sur un coin flip, c'est chaud. Bah, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Je trouve ça bien dommage. Parce que tous ceux qui connaissent un peu le poker savent que plus ton stack, plus les gens sont short, plus on s'en remet à la chance par définition. Ouais. Enfin, la chance, elle écrase la partie technique, quoi. Ouais. Puisqu'on n'a plus la liberté de jouer techniquement. Donc tu gagnes à ce moment-là. L'émission s'arrête par définition puisque c'est le clap de fin. Comment ça se passe à ce moment-là? On te propose un contrat. Est-ce que c'est comme on l'a vu faire sur certaines tables finales des WSOP? Vous savez, le joueur il arrive, il gagne son heads-up, il n'a pas quitté la salle, qu'il y a déjà des agents en train de vouloir leur faire signer des contrats, etc. C'est un peu un monde. Vous, ça se passe pas comme ça, j'imagine? Non, puisque de toute façon, on sait qu'il a le contrat. Enfin, on sait qu'il a le contrat, donc du coup, ça se passe après, plus tard. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait, non, je crois qu'on n'a pas fait la fête. C'était le lendemain soir, ça. Parce que c'est quand même fini à 6h du mat, donc on n'a pas fait la fête tout de suite, mais du coup, non, enfin après c'était serein. Combien de temps tu fais en tout dans la maison du bluff? Entre ton arrivée et le clap de fin, il se passe combien de temps pour toi? 5 semaines. 5 semaines? J'étais un des plus courts, le son et les autres c'était 7 semaines, je crois. Ouais. Donc tu reviens à la vie civile, enfin, tu reviens sur Terre, en France, etc. 5 semaines plus tard, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie. Oui, j'ai gagné un contrat pro entre les deux. Voilà, comment ça se passe avec tes proches, ta famille, etc., qui t'ont vu à la télé, tes amis, etc. Comment ça se passe, quoi? C'est la joie pour tout le monde, j'imagine? Parce qu'il y a des gens qui... Oui, forcément, ils sont tous super contents pour moi, tous ceux que j'avais avertis, que je les avais prévenus que je passerais à la télé, que je m'en allais au Maroc. Du coup, toute ma famille et mes proches, ils sont tous super contents pour moi parce que je ne suis pas allé pour rien non plus. C'était quand même, ça voulait dire un mois sans études, donc revenir les mains vides, ça aurait été dommage. Ouais, revenir avec des souvenirs seulement, c'est déjà bien. Oui, c'est pour ça que l'aventure vaut le coup aussi, même si on ne gagne pas, c'est vraiment une aventure qui vaut le coup, même au niveau poker, au niveau humain. Enfin, tu parles d'avoir mis justement tes études entre parenthèses pendant un mois. Tu reviens, tu redeviens étudiant.
Ouais. Donc il n'y a C'est pas, je difficile. ne pas la grosse tête, je commence à mener une vie de Ouais. star et tout. Tu retournes à ta vie, à la vie qui était la tienne avant d'arriver à la maison, et tu y retournes sans avoir pris le melon, entre guillemets, quoi. Non, enfin, j'ai pas l'impression après. La preuve, Enfin, tu, personne me là, le dit, donc. c'était il y a combien de temps ton aventure pour toi? C'était il y a un an. Il y a un an, et tu es toujours étudiant. Ouais, bah, c'est que j'ai dû arrêter mes études du coup pour pouvoir profiter du contrat pro. J'ai mis mes études entre parenthèses pour Ouais. l'année dernière et depuis là le contrat va bientôt toucher à sa fin. Il me reste quelques tournois et il faut que je repense à reprendre mes études. Mais justement, tu parles du contrat, ça tombe bien, je voulais te demander le contrat qui te lie donc à PokerStars, qui est l'organisateur et le sponsor de la Maison du Bluff. C'est d'eux dont on parle depuis tout à l'heure. C'est quel genre de contrat? C'est un contrat pro, mais tu as gagné 90 000 euros, mais on s'attend, comme tous les vainqueurs, enfin tous les gagnants d'émissions de télé, on leur fait un chèque de 90 000 euros, et puis advienne que pourra, faites ce que vous voulez, ça se passe pas comme ça avec vous apparemment. Non, c'est pas du liquide, c'est un contrat de sponsoring justement. C'est de l'argent qui est utilisé pour des tournois en fait. Tu as un Pour capital, payer les buy-in. t'as un capital, tu vas sur un tournoi, c'est déduit de ton capital, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Tu fais les tournois que tu veux, ou est-ce qu'on t'impose une ligne, enfin, ou est-ce qu'on t'oriente vers une ligne en particulier? Par exemple, est-ce qu'on t'oriente plutôt sur les EPT, qui est un circuit PokerStars? Si tu veux faire un partouche, par exemple, On m'a plutôt orienté vers les PokerStars. Donc, du coup, une fois que ça a été décidé, moi je connaissais pas trop le circuit à cette époque-là. Donc, du coup, j'ai accepté tous les tournois qu'on m'a proposés. Et du coup, voilà. Enfin, du coup, c'est plutôt orienté EPT, FPS, enfin les tournois PokerStars. Et si je veux faire un autre tournoi, je pense que je devrais le faire par moi-même. D'accord, donc on est dans un contrat qui n'est pas temporel, qui est capitalisé, et à épuisement du capital, le contrat s'arrête. Ouais. Ça veut dire que si tu es... Ouais, il est aussi temporel, mais Ah, d'accord. après ça peut se enfin Ouais, théoriquement, d'accord. je finis en mars 2012. Oui, Mais après, il peut se prolonger, je pense, si j'ai pas épuisé mon capital ou autre. c'est d'accord, c'est intéressant ça. Ou il peut s'arrêter avant s'il épuise tout mon capital. Enfin, Et là, à ce moment-là, on est en fin décembre 2011. Il te reste de quoi jouer quelques tournois? oui, il me reste le PT Deauville, là, bientôt. Ouais. La saison 2 des FPS, tous ceux qui... Enfin, il a été dévoilé le mois de février, je dirais pas les étapes parce qu'il y en a plusieurs, mais... Et Vegas, tu retournes à Vegas? Vegas, normalement non, parce que j'aurai un stage à ce moment-là. Voilà, c'est dommage. Sinon, j'aurais bien gardé une partie du contrat, je pense que j'ai suffisamment pour pouvoir refaire une fois à Vegas. Parce que Vegas, c'était... Tu y allais à Vegas justement l'année dernière. Ouais, c'était une belle expérience, enfin cette année. On va en parler, mais il y a quelque chose que je voudrais te demander avant. On croit que c'est génial de jouer sur Internet et puis d'avoir le petit pic rouge de PokerStars accolé à son pseudo. Il y en a beaucoup qui ont l'impression que c'est plutôt une plaie, non? Parce que du coup, tout le monde veut te croquer. Ouais. Donc les gens ont tendance à s'acharner sur toi, comme quand tu as joué en live. Alors, est-ce que c'était à Lyon ou est-ce que c'était à Mazagan, je sais plus, où la partie commence et l'organisateur vient sur toi et il dit: oui, on a Guilhem de la Maison du Bluff, boule-t'y sur lui. Oui, c'était à Mazagan. Donc on lâche le poisson dans l'aquarium et puis on dit au requin, voilà quoi. Tu joues sur Internet, tu joues encore sur PokerStars, tu as un compte sur Ouais. PokerStars et tu joues avec l'estampille de ton Ouais, le petit sponsor. micro, Ça te rend la vie plus dure, ça, ou ça te la facilite? je pense que ça me rend la vie beaucoup plus dure. Je pense que les joueurs ils me reconnaissent direct dès que j'arrive à une table. Et donc leur rapport à toi n'est pas le même que si tu étais un anonyme, quoi. Ils ont envie de se faire le pro, quoi. Il y a ça, Ouais. tu penses? Ouais, ça arrive aussi. Ouais. Il y en a qui ont envie de me jouer vraiment et du coup ça m'obligeait à resserrer un peu mon jeu depuis, enfin je pense que c'est une erreur de ma part aussi d'avoir resserré mon jeu parce que depuis je perfais moins. Mais oui, j'ai vu des coups assez étranges, enfin, de nombreux coups. Et t'as un gros volume de jeu sur Internet à l'heure actuelle? Enfin, des trucs du genre. Ah oui, oui, des gens qui, oui, voilà, des gens qui vont suivre un peu avec n'importe quoi, parce qu'ils veulent à tout prix, toucher la carte qui va t'éliminer ou te faire du mal, pour Ouais. dire, et puis pour raconter, parce qu'ils s'achètent un souvenir en même temps, les gars. J'ai éliminé un pro sur Ouais. PS, quoi. Il y a ça aussi auprès des copains, ça fait toujours bien, quoi. Ouais, mais je sais pas, après c'est juste. Enfin, il y en a qui sont dans une mentalité un peu bizarre, qui veulent vraiment. Au lieu de jouer au poker normalement, ils ont envie d'éliminer le pic rouge de la table, quitte à jouer n'importe comment. Après, ils se font sortir n'importe comment aussi. Enfin, T'anticipes le moment, enfin, tu l'anticipes, du coup, plutôt positivement, plutôt négativement, le moment où tu vas continuer à jouer, parce que tu continueras à jouer à mon avis sur Internet, tu m'as l'air d'être très Ça, c'est passionné sûr. de poker, et à un moment donné, tu n'auras plus le pic rouge. ouais. Est-ce que tu seras autorisé, a priori c'est une question qui est plus du domaine de l'Argel que de PokerStars, mais est-ce que tu serais autorisé à changer de pseudo et puis d'avatar pour retourner dans l'anonymat, te cacher des plus ou J'y moins? pense, j'hésite. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Enfin, Sachant que ton pseudo c'est Guilhem, la Maison du Bluff, enfin les initiales de la Maison du Bluff, c'est ça ton pseudo sur Internet? non, ça c'est mon pseudo Facebook. Ton pseudo sur Internet c'est quoi? Ouais, c'est follow. C'était déjà ce pseudo-là avant? Ouais. D'accord.
Ouais, ça fait 3 ans que j'ai mon 2 ans et demi, je crois maintenant, du coup, ça fait longtemps. Enfin, 2 ans que j'ai mon compte follow.